Vous utilisez probablement Chrome ou Safari en ce moment même. Mais est-ce que vous saviez que ces deux navigateurs partageaient un ancêtre commun totalement improbable? Un petit projet bénévole nommé KHTML, développé par une poignée de passionnés. Son histoire, elle ressemble plus à un épisode de Game of Thrones que à un projet informatique. Apple qui détourne le code secrètement, Google qui trahit Firefox après l'avoir financé pendant des années et Microsoft qui doit payer 750 millions d'euros d'amende. Notre invité, qui travaille chez Mozilla, a vécu de très près cette histoire complètement folle. Celle qui explique comment votre navigateur web est devenu un des logiciels les plus complexes et les plus stratégiques au monde. Mais juste avant, j'ai un nouvel outil d'IA à vous présenter qui pourrait bien vous intéresser. Notre partenaire du jour lance Hostinger Horizon, un outil pour créer des applications web sans code qui est assez bluffant. On décrit précisément son app, par exemple de fitness avec 2 programmes d'entraînement et une section de plan de repas. On clique et en quelques secondes, vous avez une application web fonctionnelle. Si c'est pas exactement comme on veut du premier coup, il n'y a pas de problème. On peut demander des modifs et des ajouts. Elle va modifier l'appli en temps réel. Je vous conseille de les faire une par une. Franchement, pour faire un prototype rapide, c'est assez imbattable. Et là où c'est malin, c'est que comme c'est Hostinger, tout est intégré. Hébergement, domaine, email, vous avez 0 configuration complexe. Je vous mets le lien pour tester ça en description avec 2 tutos détaillés et on reprend. L'un des tout premiers navigateurs en réalité à voir le jour, c'est Netscape. Et déjà à l'époque, c'est une petite révolution culturelle à tel point que on commence à voir les premières pubs dans le métro qui ont des URL. Ouais. Donc déjà, la personne qui a créé Netscape avait créé Mosaic aussi, qui était encore plus vieux au milieu des années 90. Et pour des raisons administratives et juridiques, il a créé Netscape avec des associés et c'est devenu une révolution. Maintenant, tout le monde connaît Internet, les enfants connaissent NES avec les URL partout. Plus personne ne te pose des questions, mais je suis un peu plus vieux que vous. Et je me rappelle découvrir des URL dans les pubs, dans le métro, etc. Et c'était dingue pour moi de voir comme c'est devenu mainstream ce genre de choses. Et c'était vraiment impressionnant. Et Netscape, alors pour s'imaginer, ça ressemble à quoi? C'est quoi déjà ce premier succès? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Et en combien de temps ça devient vraiment mainstream? Alors ça devient de mainstream en quelques années au point où ils font une introduction en bourse qui est dingue. C'est la première introduction en bourse majeure de ce qu'on appelle la tech maintenant, mais c'était vraiment une révolution. Ce qui est assez surprenant, c'est que si vous regardez des screenshots de Mosaic ou de Netscape, le paradigme d'un navigateur est toujours le même. Il y a toujours une barre d'URL avec quelques boutons pour aller en arrière, en avant, le logo de la maison pour revenir sur la homepage, ces choses-là. Et ce qu'ils ont fait déjà à l'époque, 25 ans après, c'est toujours ce qu'on utilise au quotidien. Par contre, c'était un peu vintage maintenant quand on regarde. Donc, quand on affichait une image, on voyait chacun des pixels qui s'affichaient parce que les bandes passantes étaient beaucoup plus lentes, il n'y avait pas d'animation, les gifs venaient tout juste d'apparaître, il n'y avait pas JavaScript, il n'y avait pas CSS, donc c'était vraiment très archaïque. Et un truc qui va rapidement se passer, c'est que Netscape va passer de cette position hégémonique à finalement se casser la gueule complètement. Et ça, c'est entre autres à cause d'Internet Explorer. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors au début, Microsoft ne croyait pas du tout à Internet. Il y a des interviews de Bill Gates qui disaient que c'était une mode et que c'était pas intéressant. Et au bout d'un moment, il a eu l'intelligence de se rendre compte que c'était une erreur. Et donc ils ont commencé à investir et ils ont créé Internet Explorer. Donc maintenant, c'est une blague pour nous, Internet Explorer en 2025, mais c'était vraiment novateur. Il faut comprendre déjà que Netscape était payant. À l'époque, ça se faisait plus de vente du logiciel. Et ensuite, Internet Explorer était très rapide à démarrer parce qu'il était intégré très bien dans Windows. Donc quand vous utilisiez Netscape, ça mettait quelques secondes à démarrer, alors qu'Internet Explorer, c'était immédiat parce que tout était préchargé au démarrage. Il était gratuit. Donc c'est une des raisons pour lesquelles Netscape s'est cassé la gueule, comme tu dis. Et du coup, quand Netscape se pète la gueule, justement, qu'est-ce qui se passe très concrètement? Alors, Netscape se pète la gueule assez lentement, mais ce qu'ils ont commencé à faire à l'époque, c'est qu'ils se sont dit il faut changer de la manière de travailler. Et là, ils décident de faire quelque chose qui maintenant est courant et qu'on connaît tous, mais à l'époque, c'était vraiment novateur, de prendre les sources propriétaires du navigateur, donc complètement closed source, et les open sourcer. Pourquoi ils font ça? Alors, ils font ça parce qu'ils se disent on va avoir d'autres acteurs qui vont participer, donc soit des entreprises, mais aussi de la communauté, et de pouvoir faire un meilleur produit, et de créer une dynamique communautaire qui était vraiment pas du tout dans l'air du temps à l'époque. Est-ce que ça prend tout de suite? Alors ça prend tout de suite. Alors ce qui était rigolo, c'est qu'il y a un documentaire qui s'appelle Code Rush qui a été filmé en 98 où on voit dans le style documentaire de 98 comment est-ce qu'ils ont pris le code propriétaire et qu'ils l'ont open sourcé. Donc par exemple, pour les anecdotes, il y avait énormément de fuck dans le code source et donc ils ont dû faire ça. Ils critiquaient beaucoup la concurrence aussi. Ils disaient oh ça c'est pour corriger ce bug pourri de Microsoft et des choses comme ça. Donc ils ont dû nettoyer. Ouais, dans les commentaires, ils faisaient beaucoup de choses comme ça. Donc ils ont passé beaucoup de temps
à rendre le code politiquement correct. Et une fois qu'ils l'ont open sourcé, il y a une grosse dynamique qui s'est créée. Mais il faut être franc, Netscape était quand même un mammouth déjà à l'époque, parce que Netscape comprenait un éditeur WYSIWYG, donc pour créer des pages HTML, un client mail, il y avait un calendrier, donc c'était quand même un bon gros bébé. Et grosso modo, 1 an après que ça soit devenu open source, ils ont été rachetés par AOL. AOL, c'est ringard maintenant, c'était déjà ringard à l'époque. C'est même pas une super bonne nouvelle. Et les gens de Netscape qui ont intégré AOL, c'était déjà le nom de code projet Mozilla. Et comme ils emmerdaient beaucoup la direction de AOL leur a donné, prenez ces quelques millions et allez jouer dans votre coin avec votre projet. Ah, c'est énorme. Ouais, et donc la fondation se crée à ce moment-là. Ouais. Et donc ils créent ce projet Mozilla qui vise à refaire vivre Netscape et à réarchitecturer le logiciel. Là, à ce moment-là, il y a 2 ingénieurs, dont un des 2 travaillerait sur Safari quelques années après, décident de sortir la tronçonneuse et de découpler Firefox, ce qu'on appellera Firefox, du client mail, ce qu'on a maintenant on appelle Thunderbird, mais vraiment tout séparé, de refactoriser le code pour qu'il y ait un navigateur qui soit dédié à la navigation et qui soit plus performant. En parallèle de Firefox, se monte un autre projet qui nous intéresse entre autres, qui s'appelle KHTML et qui va avec donc le navigateur Conqueror avec un K. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, d'où vient ce projet que je pense beaucoup vont découvrir? Sous Linux, il y a énormément de ce qu'on appelle des systèmes graphiques. Donc le plus connu, c'est GNOME à l'heure actuelle. Il y en a probablement 20, 30, 40 que les gens utilisent. Et l'autre grand qui est très connu s'appelle KDE. Et KDE, c'est un système de fenêtrage, donc c'est la barre en bas avec les icônes, comment on démarre des applications, et ce genre de choses-là, donc ça fait beaucoup de choses. Et ils se sont rendus compte que comme le web était important, il fallait aussi venir avec un navigateur web. Donc ils ont fait Conqueror, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils l'ont fait de manière modulaire. Donc par exemple, ils ont toujours un navigateur de fichiers, et on peut avoir une prévisualisation des fichiers HTML. Et là, ce qu'ils faisaient, c'est qu'HTML pouvait être utilisé dans le navigateur, mais aussi dans le navigateur de fichiers, par exemple, quand on voulait avoir un pré-rendu du fichier HTML. Si j'ai bien compris, ça veut dire que la partie rendue, donc ce qui transforme le fichier HTML en une image, en une matrice de pixels, c'est le moteur de rendu, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est à la fois dans le navigateur de KDE, mais aussi ça peut être utilisé à plusieurs autres endroits. Et là, les gens se disent peut-être que tout ça, c'est bien loin, parce qu'ils n'ont jamais installé de Linux, ils n'ont jamais utilisé de distribution Linux. Et en réalité, je vous le dis dès maintenant, c'est très possible que vous utilisiez actuellement du code de KHTML. Comment? Parce que Apple va mettre son nez sur ce projet, justement. Comment il tombe dessus? Pourquoi il s'y intéresse? Alors, déjà, on va prendre un peu de recul, ce que c'est qu'un moteur de rendu, expliquer un peu. Donc, le moteur de rendu, c'est c'est le moteur d'un navigateur web. Donc, on en parlera tout à l'heure de Chrome, le logiciel, mais c'est aussi un mot qu'on utilise dans le monde des navigateurs, qui est l'interface graphique qui permet d'interagir avec le moteur de rendu. Le moteur de rendu, il faut bien comprendre que c'est un des logiciels les plus compliqués de la planète. À l'époque où justement Apple commence à réfléchir à créer Safari, ils évaluent les différents moteurs de rendu qu'il y a. Et à l'époque, il y avait Gecko, donc celui de Firefox qu'on utilise encore maintenant, il y avait celui d'Opera et il y avait KHTML. Donc KHTML, c'était un moteur de rendu qui faisait 150 000 lignes de code en C++, plutôt bien écrit, simple à comprendre. Pour donner un ordre de grandeur, Firefox, c'est plus de 20 millions, je crois que c'est 23 millions de code aujourd'hui. Ok. Waouh. Comment ça se fait que c'est aussi complexe de faire un moteur de rendu? Déjà, c'est qu'il y en a 25 ans de legacy, au moins 25 ans de gérer la rétrocompatibilité, mais surtout ce qui fait la complexité d'un navigateur. Je parlais tout à l'heure de Netscape quand on a commencé à faire les sites web en 98, t'affichais une image, un petit gif animé pour faire joli avec quelqu'un avec une pelle pour montrer que c'est en travaux, et puis peut-être 2-3 textes mis en gras. Maintenant, 25 ans après, on est capable d'afficher des jeux vidéo en 60 FPS avec du son 3D et en qualité 4K. Les gens qui regardent sur Twitch, ils regardent sur un navigateur web, donc on a des qualités de dingue. Tout ça, on le fait de manière parallèle, extrêmement rapide et sécurisée. Une des choses qu'il ne faut pas oublier dans un navigateur web, c'est que tu as l'HTML, tu as le JavaScript, tu as le CSS, tu as WebAssembly, tu as le SVG, tu as toutes les images, tous les codecs, etc. Et tout ça, tu dois le faire de manière sécurisée. Donc quand tu lances du JavaScript sur ta machine, c'est du code écrit par quelqu'un d'autre qui ne doit pas compromettre ta machine. Et quand on comprend tout ça, et qu'on comprend aussi qu'après, il y a toute la phase d'optimisation, c'est d'une complexité extrême de faire un navigateur. Et donc, Apple se dit qu'ils vont pas repartir de zéro. Et ce qui est intéressant de noter à ce moment-là, c'est qu'avant, ils avaient un partenariat avec Microsoft. C'est ça. Pour avoir Internet Explorer sur Mac.
ils ont beaucoup collaboré ensemble dans l'histoire. Dans la tech, tout le monde collabore tout le temps ensemble. C'est vraiment normal et classique. Donc Microsoft, à l'époque, développait Internet Explorer pour Mac. Mais on connaît Apple. C'était Steve Jobs à l'époque déjà. Et ils n'aiment pas trop être dépendants d'autres acteurs. Donc c'était aussi pour ça qu'ils ont décidé de créer Safari et d'investir sur un nouveau navigateur. Et là, qu'est-ce qu'ils font avec le projet? Parce que c'est ça qui est justement intéressant, c'est que tu as une approche, ça aurait pu être de dire, OK, HTML, c'est déjà un beau projet, puisque c'est ouvert et communautaire, on va venir augmenter le projet et le rendre encore mieux qu'il n'est. Ça, c'est le rêve idéal de la contribution open source. Alors, je suis un hacker open source, je fais beaucoup de contributions en dehors et c'est vrai qu'on attend tous à ce que quand un acteur aussi puissant que Apple débarque dans un projet, qu'il suive les règles du projet et qu'il contribue directement. Mais Apple étant Apple, ils ont décidé de passer en mode sous-marin, d'avoir une confidentialité totale, même en interne de chez Apple. Les gens ne savaient pas qu'il y avait des gens qui travaillaient sur un navigateur. Donc, ils ont pris les sources de la HTML et ils ont bossé dessus pendant 1 an et demi pour créer le Chrome, donc l'interface graphique par-dessus, et pour améliorer les performances et ce qu'on appelle la web compat. Donc en gros, dans le jargon, on dit qu'ils ont fait un fork. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas restés dans le chemin du projet, ils ont pris une tangente, c'est ça? Alors là, on peut parler aussi des licences logicielles. HTML était sous licence LGPL. Ça voulait dire qu'à partir du moment où Apple diffusait un produit sous cette licence, ils avaient l'obligation de redistribuer leurs modifications de manière open source. Il ne faut pas oublier qu'HTML, c'était 6 ou 7 bénévoles qui faisaient ça le week-end parce que ça les amusait. Quand il y a Apple qui débarque, qui met 15 ingénieurs à plein temps sur le projet avec un niveau d'expertise extraordinaire, il y a une balance d'influence qui est phénoménale dès le début. Donc, quand on récupère 18 mois de code fait par une équipe à plein temps de chez Apple et qu'on est des volontaires qui bossent sur le week-end, c'est compliqué de réintégrer ces changements. Oui, donc en fait, petit à petit, côté HTML, ça va rendre la tâche compliquée. Ouais. Et en fait, le projet, il va finir par un peu s'essouffler, quoi. C'est ça. Et justement, tu as parlé avec un ancien contributeur de HTML. Trop intéressant. Qu'est-ce que tu en as retiré? Alors, il est un peu frustré quand même de l'histoire parce que quand on est bénévole et qu'on se prend de passion pour un projet, qu'on passe ses soirées, ses week-ends à passer dessus et qu'on voit un géant comme Apple débarquer et prendre son bébé et ne pas vraiment rejouer les règles du jeu, il y a une amertume par rapport à ça. Quand j'ai discuté avec lui, il a terminé en disant « Tu sais que je suis un utilisateur de Firefox depuis 10 ans, donc il n'utilise plus lui-même la techno qu'il a contribué à développer. » Parce que Apple, quand ils ont décidé de publier Safari et de fournir les sources à la HTML, ils ont juste dit « démerdez-vous ». Ils n'ont pas joué les règles du jeu. Donc, c'est pas tout Safari. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous, on peut pas aller lire tout le code de Safari. Par contre, encore aujourd'hui, on peut aller voir le code du moteur. Tout à fait. Ça c'est marrant. Ça s'appelle WebKit. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que cette histoire donc d'avoir une base de code qui est récupérée pour faire le moteur parce que c'est tellement de travail que voilà, faut se l'économiser. Ouais. Ça s'est reproduit 10 ans plus tard, mais cette fois à Apple en fait. Ouais. Ils se sont retrouvés eux-mêmes victimes de leur propre magouille avec Google. Alors, ce qui s'est passé, on va faire un peu d'historique autour de Firefox. Donc, Firefox est développé depuis 20 ans, grosso modo. Et Google, dans la Silicon Valley, contribuait beaucoup à Firefox. Donc, il y avait beaucoup de gens chez Google qui contribuaient à Firefox directement. Il y avait une très bonne relation. On était très proches à cette époque-là. Marrant. Ce qui se passait, c'est que Google commençait à grossir, ils avaient des besoins spécifiques, c'était pas toujours aligné avec ce que Mozilla voulait faire, et c'est une grosse boîte, donc ils veulent contrôler la stack, et donc ils se sont rendus compte que la meilleure façon pour que leur propriété web fonctionne bien, c'est de contrôler l'intégralité de la stack, et on le voit encore maintenant, ils contrôlent les systèmes d'exploitation, etc. Donc c'est déjà la culture. Et pour l'anecdote, il y a des gens qui travaillaient sur Firefox, qui ont été débauchés de chez Mozilla pour bosser sur Chrome à l'époque, qui n'était pas connu, et quand ils ont fait la démo à Eric Schmidt, qui était le PDG à l'époque de Google, il a dit « Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire un nouveau navigateur? C'est quoi votre idée stupide ?» Donc il s'est dit « Pourquoi ça ?» Ils ont fait une démo, ils ont fait « Bon, maintenant je comprends. » Et Eric a validé parce que quand on a déjà créé un navigateur avant, quand on a déjà l'expertise technique et qu'on est capable de repartir de zéro en utilisant des composants logiciels, ça permet de corriger les erreurs architecturales des logiciels précédents. Déjà, un truc qui est marrant et que j'ai découvert, c'est que en fait, le nom même, Chrome, ça vient pas de nulle part. Non, le Chrome, comme je disais tout à l'heure, c'est grosso modo l'interface du navigateur. Donc, je pense que ça vient du monde de l'automobile. Donc, vous avez le moteur de la voiture et puis après, vous avez la carrosserie et qui est du Chrome généralement. Donc, c'est ça. Et dans Firefox, on a un dossier qui s'appelle /Chrome et qui est l'interface de Firefox. Donc, les gens de chez Google, quand ils bossaient sur Firefox, ils
toucher au Chrome de Firefox. Donc je pense que quelqu'un a dû se dire, ah, mais c'est un super nom en fait. Mais du coup, au final, à ce moment-là, quelles sont les différences fondamentales entre Chrome et Firefox? La principale différence, c'est que quand Firefox crashait à l'époque, quand tu avais un bug de C++ ou un bug de code, de logique dans Firefox, et dans un onglet, l'onglet crashait et faisait crasher le navigateur. Et une des choses qu'ils ont fait dès le début avec Chrome, qui était tout à l'heure quand je parlais des problématiques architecturales du logiciel, c'est qu'ils ont directement fait en sorte que si un onglet crash dans Chrome, ça fasse juste crasher l'onglet et pas l'intégralité du navigateur. Et comme ils sont partis par l'excellente technologie que Apple avait développée avec WebKit, ils avaient déjà utilisé une librairie qui était prévue pour être modulaire. Et Firefox n'avait pas été prévu pour être modulaire. Donc quand on prend WebKit, on a déjà une bibliothèque et on peut l'intégrer dans plein d'outils. Donc c'est pour ça qu'avec le projet qu'avait déjà développé Apple, plus en repartant de zéro, il se retrouve avec le meilleur navigateur à ce moment-là. Et est-ce que c'est ça qui explique entièrement le succès fulgurant de Chrome à ce moment-là? C'est un très bon produit, hein. Je vais pas du tout médire sur la concurrence. Ils ont aussi utilisé leur image de marque et faire de la publicité. Pendant très 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 longtemps, quand vous utilisiez Firefox ou Internet Explorer, il y avait une petite pub dans Google Search qui vous disait il y a un navigateur, c'est vachement mieux que celui que vous utilisez. Je n'ai jamais vu d'estimation, mais ça se compte en dizaines de milliards de placements publicitaires qu'ils ont eu gratuitement pour mettre en avant leurs produits. Mais je pense que c'est ça qui est le plus dur à comprendre, c'est en quoi c'est si important d'avoir son propre navigateur. Pour nous, Mozilla, on est une fondation à but non lucratif et notre but, c'est d'améliorer la santé du web. On est piloté par une mission qui vise à faire en sorte qu'Internet reste libre, accessible à tous et ouvert. Google, c'est une grosse boîte comme Apple, donc il y a différentes visions, mais eux, c'est faire en sorte que leurs produits web s'affichent pour le mieux dans le navigateur. Apple, c'est parce qu'ils ont besoin d'un navigateur comme tout le monde. Mais on voit ça comme une commodité, mais il ne faut pas oublier que pour les gens normaux, le navigateur, c'est leur seule utilisation d'un ordinateur. Quand vous regardez vos amis qui ne sont pas dans l'informatique ou votre famille, le seul truc qu'ils font, c'est de démarrer un navigateur. Et après, ils font tout dans le navigateur. Et même nous, en tant qu'ingénieurs, on le voit régulièrement, on va utiliser des Google Docs, par exemple, pour écrire. On fait de plus en plus de choses intégralement dans la stack web. L'ordinateur sert grosso modo à démarrer un navigateur. Et donc, c'est un asset stratégique duquel tout part. Complètement. C'est logique que chacun... C'est la porte d'entrée pour les autres produits, quoi. Ouais. Ce qui veut dire quand même, et c'est ça qui est le plus drôle, c'est que notre projet KHTML, là, il a été plus ou moins fork par Apple et s'est retrouvé dans WebKit, c'est ça. Donc Safari, qui lui-même a été fork par Google pour créer Blink. Ouais. Ce qui veut dire qu'encore aujourd'hui, dans votre navigateur, dans votre Chrome, il existe des petits bouts de code qui ont été faits par un groupe de potes qui bossaient sur KDE. Et ça, c'est quand même hyper marrant. Ce qui est marrant en plus, c'est qu'à l'époque, dans le petit milieu des navigateurs, c'est un peu le bazar. Et toi, tu as pu t'entretenir notamment avec Michael Kapli, qui a vécu un peu cette période dans la Silicon Valley. Est-ce que tu peux nous le présenter ? Alors, Mike, il est un peu plus vieux que moi, donc il a plus de la quarantaine. Et il travaillait à l'époque chez IBM, quand IBM collaborait avec Netscape. Et Mike a beaucoup travaillé dans la communauté Firefox pour l'écosystème, pour l'intégration de Firefox pour les entreprises, ce genre de choses-là. Et justement, on a un petit extrait à vous montrer de cette fameuse discussion. It was kind of an odd situation. A lot of people don't realize how many people were at Google working on Firefox. Like, it's a piece of history that people don't understand. So when AOL had their layoffs and they finally got rid of most of the Mozilla people, all of the big tech companies were like, we need to grab people. So even at IBM, like people like Darren Fisher like used to work for me at IBM. And I think it's people don't realize these things happen. Like we were grabbing engineers, Google grabbed engineers, Red Hat grabbed engineers because these were great people that we wanted to be available. And not Mozilla couldn't hire all of them. And so Google had like large components of Firefox were owned by Google. I mean, NSPR, which is the part of Mozilla that was used as kind of the bridge between the operating system and the browser, was at Netscape. NSS, which was the original security layer, was at Google. And there were developers that were doing like day-to-day work. We even at one point had a version of Firefox that was tailored for Chrome, or for Google. It had like a Google toolbar, and it was like Google's version of Firefox. So, you know, we had a great relationship. The Mozilla office was on their campus. We were able to use their cafeteria. So I think people underestimate like how much of a close relationship we had with the Google folks. These were our friends. And then, you know, when they started hiring people like Ben Goodger and other folks, and I mean, it kind of became clear that they were doing something. But when they actually released the browser,
Yeah, I mean, it kind of surprised us all that working so closely with us, they decided to go their own way. But yeah, it was, I think for us, the way Mitchell framed it, she always liked to frame it as Chrome could not have existed unless Firefox existed, because we created the opportunity for there to be competition in the browser market, which, I mean, that's fair, right? I mean, we all didn't want Internet Explorer to like take over the world. But at the same time, it's sometimes kind of sad that Google wasn't willing to work with us to make Firefox the absolute best browser as opposed to going their own route. So, it was disappointing. And once Google got involved, they're a juggernaut. And even back in the early days, there were inklings that they were going to kind of take things over, and they clearly did. Mais ouais, en fait, mais comme il le raconte, on a vraiment l'impression que c'est un coup de poignard dans le dos, quoi. Moi, j'étais pas là à l'époque, mais je pense que c'est un peu comme ça que ça a été perçu par certains. Ouais. C'est dingue. Un autre truc intéressant, c'est que Google, donc pour faire leur version navigateur, ils partent donc de WebKit, projet d'Apple. Est-ce que déjà ils collaborent? C'est-à-dire qu'on peut se dire, on parlait du fait que c'était peu probable que les bénévoles ils puissent avoir suffisamment de poids sur un projet comme WebKit. Autant Google, on peut dire que c'est différent. Alors, oui, tout à fait. Ils ont beaucoup collaboré ensemble les premières années, mais rapidement, il y a eu des frictions parce que Google avance à une vitesse de dingue. Déjà à l'époque, c'est difficile de suivre le rythme de Google parce que quand il y a une équipe de quelques personnes chez nous, chez Apple, eux, ils en mettent 3 ou 4 fois plus de gens dessus. Donc, il y avait déjà un rythme très effréné. Et il faut pas oublier que Google est une boîte énorme. Donc, par exemple, YouTube, quand ils ont des besoins spécifiques, là, ils vont demander à Chrome ou à Google Meet, par exemple, pour tout ce qui est WebRTC. Des fois, ils prennent des raccourcis. Et les gens de Apple n'étaient pas toujours d'accord avec ces raccourcis. Donc, la friction a augmenté au fur et à mesure du temps. On se dit, Apple, c'est une énorme boîte aussi. Pourquoi ils sont lents? Alors, ils sont pas lents, c'est juste des différences de culture d'entreprise. Google a une culture d'avancer vite et d'être assez agile. Après, la boîte a probablement changé ces 10 dernières années. Donc, ce que Google était il y a 10 ans, à l'époque du fork entre WebKit et Blink, est peut-être différent maintenant, mais c'est des boîtes qui ont des dynamiques différentes. On sait tous qu'Apple est une boîte avec beaucoup de confidentialité. On ne sait jamais trop sur quoi ils vont travailler ensuite, alors que Google a plutôt tendance à communiquer en amont sur des projets et moins faire de big splash comme Apple fait. Quand tu disais plutôt, quand Google, par exemple, ils veulent intégrer un truc avec YouTube, ils prennent des raccourcis, tu voulais dire des raccourcis dans les standards Tout à fait. Ok. Alors, quand on a préparé l'interview avec Mike, on a dû installer Edge ou Chrome parce que la plateforme qui est utilisée, Riverside, ils utilisent quelque chose qui est non spécifié dans la stack. Désolé pour ça. C'est pas grave, pas de souci. Je vais désinstaller après. Mais il y a des choses qui sont pas standardisées, qu'ils ont tendance à pousser rapidement dans leur navigateur pour leurs besoins internes. Mais c'est quand même super intéressant, c'est-à-dire qu'ils ont tellement de pouvoir que des grosses boîtes vont être uniquement compatibles sur Chrome et vont te forcer, toi, qui bosses chez Mozilla, à l'installer parce qu'il n'y a pas d'autre choix, quoi. Il y a un truc, je trouve, qui est dans cette histoire de la naissance de Chrome que je trouve contre-intuitif donc à expliquer, mais peut-être que la réponse est des histoires de licence encore. Et c'est pourquoi Google n'essaie pas de développer au maximum son navigateur de manière propriétaire. On a parlé de la partie moteur de rendu, donc ce qui génère l'affichage du site, mais j'ai l'impression, de ce que j'ai compris, ils vont quand même plus loin que ça en rendant open source un Chromium, on entend souvent ce nom, donc une version vraiment quasiment complète du navigateur de Google. Et c'est derrière, d'ailleurs, ce qui a permis à plein d'autres entreprises petit à petit de se délester complètement de la partie gestion du navigateur en tant que tel. Donc on peut mentionner les Opera. Microsoft va le faire plus tard. Eux qui avaient leur propre moteur, ils vont aussi finir par l'abandonner dans Edge pour passer sur Chromium. Même pire que ça, il y a des projets type Electron qui permettent à tous les développeurs de faire des applications pour Mac ou Windows qui en réalité derrière cachent encore Chrome. Donc on peut parler de Slack, de Spotify, faire vraiment beaucoup. C'est quoi leur intérêt d'aller aussi loin dans le fait de faire de l'open source? Alors, là, il y a plein de choses qui s'entremêlent. Mais d'abord, quand ils ont fait Chrome, il y avait une partie qui était propriétaire. Il y avait, je ne sais pas les pourcentages en tête, mais 3-4% qui était du code fermé parce qu'ils avaient des choses spécifiques sur l'intégration avec leurs services. Mais
On parlait encore des cultures d'entreprise. Google a toujours été une boîte très open source. Dès le début, ils ont contribué à Linux, ils ont des équipes qui bossent sur Linux, sur les compilateurs, etc. Donc ça fait partie de l'ADN de la boîte déjà de faire ça. Ensuite, c'est vachement bien pour embaucher, parce que quand tu as quelqu'un qui débarque, qui fait plein de pages sur Chromium, tu es là, la personne est déjà opérationnelle, tu connais la personne, tu sais déjà ses contributions, sa qualité technique, donc il y a un aspect contribution. Je pense qu'il y a aussi un aspect éthique qu'ils avaient aussi en faisant ça. Et puis après, ils ont plein de boîtes qui ont contribué au fur et à mesure à ça, donc ça leur a permis de diminuer les coûts, de mutualiser, de travailler ensemble, etc. C'est-à-dire que quand Opera, par exemple, a besoin de quelque chose dans Chromium, Google, ils ont tout intérêt à avoir de l'aide sur le fait de corriger des bugs, etc. C'est ça ? Microsoft, par exemple, le fait régulièrement. Microsoft contribue directement. Et nous-mêmes, des fois, ça nous arrive de contribuer. On a des canaux de conversation avec les équipes de Google où, des fois, on leur dit vous avez ce problème-là dans l'implémentation, il faudrait que vous corrigiez. Ou des failles de sécurité. Des moments, on détecte des failles de sécurité dans Windows ou dans Chrome et on va leur transmettre en amont dans des canaux privés pour éviter qu'ils se fassent pirater après. On l'a dit, il y a eu un abandon de Microsoft sur son moteur, ce qui fait qu'aujourd'hui, en gros, il n'y a plus que 3 moteurs qui sont vraiment actifs. Donc, on les a mentionnés, Blink, WebKit, Gecko. Ouais. Pourquoi c'est un problème ? Alors, c'est un problème parce que j'ai pas suivi la bourse ces derniers jours aux États-Unis, mais si tu regardes les top 10 des boîtes les plus grosses aux États-Unis d'un point de vue boursier, tu as ces 2 boîtes-là par rapport à nous. Et donc, c'est des boîtes qui ont des intérêts qui sont pas toujours alignés avec les besoins de l'évolution du web. C'est des boîtes qui ont qui ont une priorité sur les finances, qui n'ont pas la même mission que nous pour améliorer le web. Donc, nous, on est très triste quand on a vu que Microsoft avait arrêté son moteur de rendu et quand on a vu qu'Opera l'avait arrêté parce que avoir plusieurs implémentations de la stack web pérennise la technologie. On le voit dans plein de technologies. Quand il y a plusieurs acteurs qui implémentent la même technologie, ça améliore la technologie en tant que telle. Les API sont mieux écrites, elles sont mieux pensées. On peut s'échanger des feedbacks par rapport à la manière dont on l'a écrit. Et ça, on le voit, le web est omniprésent, tout le monde développe des sites web. S'il n'y avait qu'un seul acteur, il pourrait déterminer où le web veut aller et ça ne correspond pas toujours à ce qu'on veut faire d'un point de vue techno. Est-ce que tu as un peu d'espoir sur l'avenir des navigateurs ou cette situation qui n'est pas trop idéale quand même est amenée à s'empirer ? Moi, j'ai entendu parler de Cerveau. Ouais. Qui est un projet de chez Mozilla. J'ai entendu parler de Ladybird aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que toi, c'est des trucs qui t'enthousiasment ? Donc Cerveau, c'est un projet qui a été démarré par Mozilla, qui maintenant est à la Linux Foundation. Ça vise à réécrire un moteur de rendu avec un langage de programmation qui s'appelle Rust, qui a été créé de pair à pair. Donc c'est-à-dire que les gens qui créent Cerveau allaient voir l'équipe Rust en leur disant « Ah, ça j'ai ce problème-là dans le langage, ça serait bien de le corriger ». Et de même manière, les gens qui développaient Rust faisaient des modifications pour l'équipe Cerveau en disant « Ah, ça sera bien pour ça ». Donc de zéro. De zéro, ouais. Mais petite question, c'est est-ce que tu penses que ça allait plus vite pour eux de développer ça, du fait que justement ils savaient exactement quoi faire, et est-ce que le langage il pouvait y être pour quelque chose ? Parce que pour le contexte, les moteurs ils sont codés en C++ en général, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors C++, c'est un langage qui a une trentaine d'années, qui était très bien à une époque et qui maintenant devient très compliqué. C'est extrêmement difficile de le faire de manière sécurisée et c'est très difficile de faire du parallélisme en C++. Et donc il y a des gens au sein de Mozilla qui se sont dit bon, on va faire quelque chose, on va corriger le tir, on va faire un meilleur langage qui, de manière intrinsèque, est conçu pour gérer le parallélisme au niveau du langage et ensuite qui soit pensé pour éviter la principale classe de failles de sécurité qui est les problèmes de gestion mémoire, qui est quelque chose qui est endémique. On a ça sur tous les logiciels modernes. Les stats montrent que c'est entre 50 et 60% du temps, c'est une erreur de gestion de la mémoire en C++ qui a causé une faille de sécurité. Failles de sécurité qui vont être utilisées par des acteurs étatiques ou par des mafias pour faire des choses... Quand on voit Pegasus, machin, truc israélien, souvent c'est des failles de ce genre. On a parlé plein de fois, on revient à ça. C'est des failles de sécurité liées à des langages qui ont des limitations. Okay. Mais du coup, c'est quoi le fin mot du projet Cerveau ? Alors, Cerveau est dans Firefox. Quand tu utilises Firefox, on a 2 grosses parties de Cerveau qui sont intégrées dans Firefox. Donc, le système qui gère les CSS, donc qui permet de faire la gestion des fontes, l'affichage des pages, etc. Ça, dans Firefox, c'est écrit en Rust et c'est le composant de Cerveau qui s'appelle Stylo qu'on a récupéré de Cerveau et qu'on a intégré dans Firefox. Et on a une autre partie qui s'appelle WebRender qui est toute la stack graphique. Donc, quand on fait de la 3D, par exemple, dans un navigateur web, ça va utiliser des technos assez compliqués, WebGL, etc. et des accélérations matérielles directement. Et ça, c'est un projet qui s'appelle WebRender qu'on a repris
avec l'équipe évidemment de Cerveau et qu'on a réintégré dans Firefox. Ok, donc c'est déjà en partie utilisé. Et ça, c'est déjà en prod depuis quelques années, ouais. Et est-ce que le but, c'est de petit à petit venir remplacer toutes les briques anciennes par Cerveau, justement? Alors, par du Rust, ça c'est sûr. Par Cerveau, ça dépend, parce que Cerveau est quand même quelque chose d'assez compliqué, assez gros. Donc, quand on réécrit un logiciel, ça coûte toujours une fortune. Donc, il faut le faire de manière intelligente et par étapes. Je fais un exemple, c'est complètement incorrect. Mais si par exemple, on se dit, le moteur SVG de Firefox, il n'est pas assez performant, il faut le repenser de A jusqu'à Z. Dans ces cas-là, on va réfléchir à le faire en Rust. Donc, et le faire sous une librairie. On réécrit pas forcément, mais tous les nouveaux projets, on les démarre dans les meilleures conditions, quoi. Exactement. J'ai entendu parler aussi d'un autre projet qui s'appelle Ladybird. Est-ce que tu peux nous redire ce que c'est et ce que tu en penses? Alors, Ladybird, c'est créé par Andrea Kling, je crois, qui avait décidé de créer un système d'exploitation qui s'appelle Serenity OS, qui visait à recréer un système d'exploitation qui ressemble un peu à Windows 95, de A jusqu'à Z, sans utiliser de dépendance externe, pour apprendre comment fonctionne un système d'exploitation. Voilà, pour le plaisir. Et donc, après, il s'est dit, pourquoi pas faire un navigateur web. Donc, l'approche est un peu différente. Eux, ils sont partis sur Swift, par exemple, comme langage de programmation, qui est un peu le pendant de Rust avec plein de guillemets de chez Apple. Et ils ont décidé de réécrire un navigateur, là aussi pour apprendre comment ça fonctionne, de A jusqu'à Z. Écrire une preuve de concept, ça fonctionne bien. C'est quelque chose qu'ils vont réussir à faire assez rapidement. Le problème, c'est que pour gérer le web, ce qu'on appelle la web compat, ça va être un cauchemar parce que c'est extrêmement compliqué de gérer toutes les API web avec toute la legacy. Donc en fait, tu peux assez rapidement faire un truc qui charge un site sur deux à peu près correctement, par exemple? Ouais, sur quelques trucs, mais après, c'est quand les pages sont bien écrites, mais après, tu as tous les problèmes de codec, l'intégration, les performances, la sécurité. Donc, une des choses aussi qu'il ne faut pas oublier dans un navigateur web, c'est que tu ne contrôles pas la roadmap, grosso modo. Tu as une bonne partie de ta roadmap qui va être contrôlée par tes concurrents via les standards web. Donc, tu peux influer sur les standards, mais si tes concurrents ils avancent vite sur un sujet, tu vas être obligé de suivre. Ensuite, tu as l'écosystème dans lequel tu évolues. Donc, n'importe quel navigateur va tourner sous Windows, Mac, Linux, Android et iOS, souvent sur les FreeBSD, OpenBSD, tous ces trucs-là. Donc, déjà, tu as l'évolution d'écosystème dans lequel tu évolues. Donc, si Microsoft ou Apple ils shippent une nouvelle version avec de nouvelles API ou qui casse des choses, tu es obligé de suivre. Ensuite, tu as le hardware. Donc, quand Apple décide de passer sur ARM, tu dois gérer ça. Et enfin, tu as le contexte sécuritaire où tu as des nouvelles failles de sécurité qui peuvent être détectées ou des nouvelles classes. Et donc, là, ces cas-là, tu es obligé de faire des refactors ou de mettre des équipes derrière. Donc, en gros, il faut beaucoup de gens et beaucoup d'argent. Exactement, ce qui est un des problèmes du web. Le web est tellement omniprésent que créer un navigateur avec un moteur de rendu propre nécessite des investissements phénoménaux. Si ce sujet vous a intéressé et que vous avez un ordi sous Windows 11, on avait fait une chronique sur pourquoi Windows est un spyware et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour enlever le junk et la merde qui est installée par défaut. Vous allez notamment découvrir des versions alternatives de Windows qui sont conçues par la communauté. Vous allez voir, c'est assez dingue et c'était dans cette vidéo.